Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre délégué à la coopération régionale, chers confrères des médias nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs, merci de l'amitié que vous nous faites en prenant part à cette conférence de presse appelée Point de presse du gouvernement. Celui de ce jour s'inscrit dans le cadre des activités des universités africaines de la communication de Ouagadougou, ouverte hier sous le thème « Communication, paix et démocratie en Afrique ». Cette 9e édition des UACO, en effet, se tient dans un contexte où le Burkina Faso est résolument engagé dans la promotion de la cohésion nationale et dans les médiations au plan africain. Dans cette logique, nous recevons des membres du gouvernement qui ont en charge ces questions sus-évoquées. Il s'agit premièrement du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, M. Djibril Bassoulé, qui a à ses côtés le ministre délégué à la coopération régionale. Et avec eux, nous allons nous entretenir sur les médiations conduites par le Burkina Faso en Afrique et sur d'autres actualités, notamment l'identification des Burkinabés à l'étranger, décidée assez récemment par le Conseil des ministres. Deuxièmement, nous recevrons M. Alain-Édouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur les universités africaines de la communication de Ouagadougou et sur les questions d'actualité nationale et internationale. Cela dit, je laisse la parole au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Je commencerai par un proverbe africain qui dit que lorsque la pluie vous bat, vous ne devez pas vous battre entre vous. Je veux dire, aujourd'hui, par rapport à la crise malienne, nous avons affaire à une menace majeure. Nous avons affaire à l'implantation de mouvements terroristes et d'une criminalité transfrontalière organisée, contre laquelle nous avons besoin de l'appui de la communauté internationale pour l'éradiquer. Ce n'est vraiment pas le moment de faire apparaître des divergences au sein de cette coalition internationale qui s'est constituée pour aider le Mali et la région du Sahel à maîtriser son espace en termes de sécurité et de stabilité. Naturellement, la France est intervenue militairement à travers l'opération Serval pour arrêter et mettre hors d'état de nuire les groupes terroristes qui avaient entrepris de progresser plus vers le sud et probablement de déstabiliser même les institutions à Bamako. L'opération a été une grande réussite, même si, c'est vrai, pour lutter efficacement contre le phénomène terroriste, il faut une présence plus permanente dans la durée, avec un système d'observation, d'alerte et d'intervention. Le Burkina Faso, pour sa part, contribue à cet effort militaire. Nous avons un bataillon de près de 650 hommes et la MINUSMA demande au Burkina de renforcer ses effectifs et je pense qu'un projet de loi a été adopté en Conseil des ministres pour ce faire. Donc, je pense que nous devons tous rester très solidaires. L'opération n'est pas finie, loin de là. La menace n'est pas encore écartée, loin de là. Et la sous-région, le Mali, le Sahel ont besoin de l'appui constant des partenaires de la communauté internationale. Alors, par rapport au MNLA et aux autres mouvements, Touareg et autres, arabes aussi, mais surtout les mouvements non terroristes, je pense que c'est le moment ou jamais d'établir par le dialogue politique un cadre définitif de paix. Vous savez, ces rébellions récurrentes
et pour le cas du Mali, c'est la 4e fois depuis les indépendances que des communautés prennent les armes pour revendiquer du pouvoir central un certain nombre de choses sur le plan social, politique et économique. La particularité de la situation actuelle au Mali est précisément que cette rébellion armée, ce mouvement armé de revendication, s'est confondu avec les mouvements terroristes extrémistes. Et aujourd'hui, on est dans la situation où des complicités, délibérées ou non, existent entre des mouvements armés, identitaires, on va dire, et ces groupes terroristes. Le processus de Ouagadougou, justement, a visé, à l'époque, à travers la déclaration du 4 décembre 2012, le processus de Ouagadougou a visé à clarifier les choses et que ces mouvements armés, Touaregs, arabes, se démarquent complètement et de manière franche des activités terroristes. C'est sur cette base d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux ont été admis à la table de négociation et qui a abouti par la suite à l'accord du 18. En tant que représentant du médiateur, notre souhait est que les engagements pris à travers l'accord du 18 juin puissent se mettre en œuvre et se poursuivre afin que, par le dialogue et la concertation, nous puissions aboutir à une paix inclusive, stable et durable. Je ne crois pas qu'il soit utile aujourd'hui de lancer des attaques ou de jeter la responsabilité sur tel ou tel pays, ami du reste. Pour le cas du Burkina Faso, dont je peux parler, évidemment, les Touaregs sont présents ici au Burkina d'abord pour des raisons humanitaires, et ce n'est pas la première fois. En plus, nous ne sommes pas le seul pays à accueillir des communautés qui fuient la guerre et l'insécurité dans leur pays. Donc, les communautés Touaregs présentes ici sont du fait de la guerre, ou j'allais dire des guerres qui se sont succédées au Mali. Deuxièmement, en tant que pays médiateur désigné par la CEDEAO, naturellement, il était de notre devoir, ne serait-ce que dans le cadre des pourparlers, de l'organisation des pourparlers de paix, il était de notre devoir d'accueillir ici l'ensemble des mouvements armés prenant part aux différentes négociations. Notre souhait, le plus ardent, est que, au plus tôt, la paix puisse revenir au Mali. La paix, la stabilité qui garantissent le développement et les droits humains, de manière à ce que ceux d'entre les Maliens qui ont momentanément quitté leur pays puissent rejoindre leur terre d'origine et puissent reprendre leurs activités sociales et économiques. Vous savez, les critiques, là, ce n'est pas aujourd'hui qu'elles ont commencé, chers amis. Depuis le premier jour, et il n'y avait pas que des Maliens qui critiquaient, même des Burkinabés critiquaient la médiation du président du Faso. Certains Africains, pour des tas de raisons, critiquaient, pensaient que le Burkina n'avait pas à se mêler de ça, ou que le Burkina n'était pas le pays indiqué, ou que ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a aucune médiation, aucune résolution de crise qui se fasse sans qu'il y ait des critiques, des observations, des divergences, parce que par définition, la crise elle-même génère déjà de la tension. La crise, par nature, génère des oppositions conflictuelles
et des oppositions d'intérêts. Donc, nécessairement, la démarche pour régler cette crise elle-même va être controversée. Le plus important, ce sont les résultats. Aujourd'hui, l'accord du 18 juin, il a bel et bien été signé par tous les protagonistes, par les représentants du gouvernement de transition à l'époque, par les responsables des mouvements armés, endossé par la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OCI. Et sur la base de cet accord, aujourd'hui, les élections ont pu se réaliser. C'est ça qui est le plus important. Ne soyez pas pessimiste d'une manière générale, et ne soyez même pas pessimiste dans la vie. Il faut toujours voir les choses du côté positif. Qu'est-ce que mon action permet de régler? Qu'est-ce que la contribution du Burkina permet de régler? C'est ça qui est le plus important. On ne s'attend pas forcément à être toujours applaudi par tous. Vous faites référence à la crise ivoirienne, mais c'est pareil. Même les mouvements armés, à un moment donné, ont contesté la médiation, ne voulaient même pas du principe de la médiation. Je vous l'apprends aujourd'hui, cher ami. Mais cela n'a pas empêché le Burkina Faso de garder le cap de la médiation qui a abouti, là aussi, à la résolution des problèmes identitaires sérieux, au problème de la participation de tous aux élections, au problème de la candidature de tous aux élections. Un candidat a été élu. Nous ne pouvons que prôner la réconciliation, la relance économique et l'intégration harmonieuse entre nos deux pays. Dans le cas du Mali, je voulais indiquer, pour le président du Faso, mission accomplie. Plutôt que d'écouter les critiques, jetez un coup d'œil plutôt sur ce qui a été fait. Je ferai mettre à votre disposition l'ensemble des actes, des accords et des communiqués qui ont été signés ou pris sous l'égide du médiateur de la CEDEAO. Et vous verrez que de manière cohérente et logique, c'est l'ensemble de ces actes-là qui ont matérialisé la volonté des Maliens d'aller à la paix et a fini aujourd'hui par normaliser la situation au Mali. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Donc, encore une fois, ne voyez pas le côté du verre, comment on appelle ça, moitié vide, non. Vous voyez la moitié pleine, là, c'est ça qui est le plus intéressant. La moitié vide, là, on va prendre les dispositions pour qu'elle soit remplie efficacement, à la satisfaction de tous, pour que même ceux qui critiquent aujourd'hui, demain, ils disent « Ah, le Burkina, heureusement que vous avez tenu bon ». À partir du moment où le dialogue a permis ici à Ouaga d'aboutir à l'accord du 18 juin, et qu'un président a été élu. Donc, une normalisation effective a eu lieu au Mali. Aujourd'hui, le Mali est doté d'institutions légales et légitimes. Il appartient donc, en premier lieu, à ces nouvelles autorités de promouvoir le dialogue qui va permettre de trouver des solutions définitives au problème qui est posé et qui est soulevé par les mouvements armés du Nord. Nous souhaitons qu'il y ait un dialogue inclusif et que ce dialogue puisse être fructueux. Le président du Faso, naturellement, en tant que médiateur, reste disponible, mais nous n'avons aucune orientation, aucune directive à donner au Mali. La résolution de la crise malienne revient avant tout aux Maliens et est de la responsabilité des nouvelles autorités
élus. Donc, il n'y a même pas de place à entretenir des divergences sur tel ou tel aspect. Mais de quoi nous mêlons-nous, j'allais dire, pour aller dire aux Maliens, il vous faut une autonomie, il ne vous faut pas... Non, 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 ça, il n'en a jamais été question. Je n'ai jamais entendu le président du Faso avoir ce genre d'entretien avec son frère Ibeka. Encore une fois, si les Maliens souhaitent que le Burkina Faso, dans le cadre de la CEDEAO, facilite des pourparlers, nous pourrons, comme nous l'avons fait partout au Togo, en Côte d'Ivoire, suggérer des pistes de réflexion, suggérer une démarche qui puisse aboutir à une résolution globale de cette question. Alors, ne créons pas de crise dans la crise, je veux dire. Ce qui est là est déjà suffisamment chaud comme ça pour qu'on trouve encore des motifs de conflit entre tel ou tel dirigeant. La situation actuelle du général Sanogo, c'est vraiment là des questions internes au Mali. Ce que nous pouvons souhaiter en tant que pays médiateur, c'est que la normalisation se solidifie, que le rétablissement de l'ordre constitutionnel, le rétablissement de toutes ces valeurs républicaines puisse cimenter la cohésion, la stabilité et la paix au Mali. Donc je ne me permettrai pas de faire des commentaires sur des actions judiciaires ou politiques au Mali. L'accord de Ouagadougou prévoit le cantonnement. Et d'une manière générale, je dois reconnaître que le cessez-le-feu, l'arrêt des hostilités, le cantonnement, le redéploiement de l'armée et de l'administration malienne sont des facteurs extrêmement importants de stabilisation. Les groupes armés ne sont pas encore tous convenablement cantonnés, peut-être par défaut de moyens logistiques. C'est la raison pour laquelle, lors de la tournée du secrétaire général des Nations Unies, nous en avons profité pour lancer un appel à la communauté internationale pour aider le Mali à pouvoir organiser ces sites de cantonnement, à regrouper l'ensemble des combattants non terroristes qui sont engagés dans le processus de paix à travers l'accord du 18 juin. Ceci est un impératif et je pense que même pour l'efficacité du dialogue inclusif, il est quand même souhaitable que les groupes armés qui sont engagés soient régulièrement cantonnés. Alors, nous pouvons nous réjouir de ce que le gouvernorat de Kidal a été libéré par le MNLA suite à un certain nombre de concertations qui se sont tenues ici à Ouaga. Et la radio de Kidal également a été libérée par les mouvements armés. Bon, je pense que ces gestes-là vont dans le sens d'abord de la mise en œuvre effective de l'accord de Ouagadougou, mais vont dans le sens du rétablissement de la confiance et la création d'un environnement propice aux discussions plus tard. Lors de la cérémonie de lancement, effectivement, un groupe de jeunes a fait état de sa désapprobation quant au coût et à la durée de validité de la carte consulaire. Je dois dire que je les ai même reçus. J'ai reçu leur leader, on a longuement discuté. J'ai surtout tenu à faire comprendre que cette opération d'identification ne devrait pas être politisée. Même si, c'est vrai, il y a les élections au bout
qui font que le débat politique s'invite dans la situation actuelle. Je vous le précise encore, avec ou sans élection, nous aurions mis en place ce système d'identification moderne. Il y va de l'intérêt des Burkinabés vivant à l'étranger, en particulier en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la mise en œuvre d'un traité de coopération entre la Côte d'Ivoire et notre pays. La gestion du flux migratoire est un aspect extrêmement important. La sécurité et les droits de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire sont cruciaux. Nous devons de mettre en place un système fiable, capable de nous donner les moyens de gérer efficacement les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire en relation avec nos homologues de Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas de polémique à entretenir là-dessus. Naturellement, dire à l'administration des affaires étrangères que le coût de 7 000 francs est au-delà, est hors de portée de certains Burkinabés est tout à fait normal. Vous savez? Mais ceci ne veut pas dire qu'on fait entrave ou qu'on souhaite que l'opération s'arrête. On exprime seulement une préoccupation. D'ailleurs, en attendant que le gouvernement réexamine le décret portant définition des modalités d'attribution et de délivrance de la carte consulaire, nous avons pris l'initiative de demander à l'opérateur de paramétrer une durée de 5 ans, plutôt que 3, comme initialement prévu. La durée de la carte consulaire en Côte d'Ivoire, mais ça sera probablement la même partout, sera de 5 ans au lieu de 3. Mais maintenant, quant au prix, je dois dire que c'est vraiment une question qui ne devrait pas se poser. Les Burkinabés, la majorité des Burkinabés savent qu'aujourd'hui, ils payent plus de 7 000 francs pour avoir la carte consulaire normale, légale. Il nous a même été dit que dans certaines circonscriptions, le coût va jusqu'à 18 000. Ça, c'est la première chose. Donc, et en plus, nous passons d'un système manuel, artisanal, à un système informatisé, où en réalité, l'opérateur ira au plus près possible des populations pour les identifier. Donc il y a un gain de temps énorme. Le coût moyen de 7 000 est le coût qui permet en réalité de réaliser l'opération au plan technique. Le problème qui se pose, dont nous sommes parfaitement conscients, c'est l'industrie du faux qui s'est développée. En réalité, vous savez qu'aujourd'hui, il en était de même d'ailleurs pour les anciennes cartes d'identité. Des fausses cartes consulaires sont fabriquées dans des pays voisins et inondent le marché noir. Et effectivement, cette carte, voilà, des gens peuvent l'acquérir à 1 000 francs ou même moins de 1 000 francs. Vous n'allez quand même pas demander à une administration responsable de fermer les yeux sur ça, de laisser continuer ce système qui s'avère extrêmement dangereux pour nous. Parce que la carte consulaire, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est plus fiable du tout. Et son détenteur n'est à l'abri de rien du tout. Et nous-mêmes, administration du Burkina Faso, nous ne pouvons pas utilement et raisonnablement nous engager sur la base de ces cartes consulaires-là dont on sait qu'elles sont fausses. Donc, il faut que nous puissions mettre en place le système et je suis heureux d'annoncer que l'opération se déroule bien. J'ai parlé ce matin avec l'ambassadeur, avec un certain nombre de consuls, non seulement à Abidjan, mais ailleurs. Ça se passe très bien.
Alors, pour ceux d'entre eux qui sont effectivement démunis, qui n'ont pas les moyens d'avoir 7 000 francs pour 5 ans, bon, on avisera, je veux dire. On ne les abandonnera pas parce qu'ils n'ont pas pu avoir 7 000 francs pour aller se faire identifier. C'est là où le gouvernement, évidemment, réfléchira aux options possibles permettant à tous d'avoir accès à la carte consulaire. Et je voudrais profiter de votre question justement pour demander aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire d'aller se faire recenser, d'aller se faire immatriculer, d'avoir leur nouvelle carte consulaire. Nous sommes en relation avec les autorités de Côte d'Ivoire. Nous voulons faire de ce système un nouveau point de départ de la gestion de notre communauté vivant en Côte d'Ivoire. Les autres pays, pour les autres pays du monde, bientôt, un nouvel opérateur sera désigné. Là aussi, c'est pareil. Il nous faut aller vers un opérateur qui a les moyens, qui a les capacités de se déployer à l'extérieur, qui a les capacités technologiques qu'il faut pour remplir le cahier de charges que nous avons fixé. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, lors du sommet qui s'est tenu le 25 octobre à Dakar, se sont penchés sur le processus donc, de mise en circulation ou de création de la monnaie unique au niveau de la zone CEDEAO. Et comme vous le savez, dans cette zone, nous avons deux situations. Nous avons deux catégories de pays, je dirais. Il y a les pays membres donc, de la zone franc qui ont le CFA et qui, depuis des années, observent un certain nombre de critères de convergence. Il y a les États de la deuxième zone, la zone ZMAO, qui, eux, dans cette deuxième catégorie de pays, chaque pays a sa monnaie. Et donc, la volonté des chefs d'État qui a été exprimée depuis que la décision a été prise de créer la monnaie unique, c'est de faire en sorte que les deux zones puissent converger à un moment donné pour que l'on puisse obtenir la monnaie unique. Et comme vous le savez, les questions de monnaie sont des questions très délicates et des questions très complexes. Si nous prenons tout simplement la zone CFA, au niveau de l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA, il y a des critères qui sont observés par les différents pays, et ce qui fait que ces pays tendent en tout cas à obtenir la convergence sur les grandes politiques macroéconomiques. Au niveau de la deuxième zone, le processus est beaucoup plus complexe compte tenu d'un certain nombre donc, de facteurs. Mais régulièrement, les banques centrales de la deuxième zone se réunissent pour faire l'évaluation du processus, pour voir au niveau, par exemple, des taux d'inflation, quels sont les efforts qui ont été accomplis, quels sont les progrès qui ont été atteints. Il en est de même de tous les autres critères. Il y a des difficultés, il faut le reconnaître. Et les chefs d'État sont conscients de ces difficultés-là. Les échéances qui ont été données, par exemple, disons, l'horizon 2020, c'est une étape qui a été donnée par les chefs d'État et de gouvernement. Mais régulièrement, des évaluations seront faites. D'autres sommets se tiendront et au cours desquels les chefs d'État évalueront la situation en regardant de près les progrès qui sont accomplis. Vous l'avez vous-même dit, il y a eu des échéances qui ont été repoussées. L'idéal serait qu'à l'horizon 2020, à l'horizon 2015 d'abord, la zone CFA et la zone ZMAO, que déjà il y a cette convergence et qu'à l'horizon 2020, les deux zones convergent pour que nous puissions obtenir la monnaie unique. Mais dans tous les cas, je pense que c'est un processus qui est en cours, la volonté politique existe. Il s'agira pour les États donc de relever les défis pour qu'à terme, nous puissions donc avoir la monnaie unique au niveau de la zone CEDEAO. Quand vous regardez l'évolution des institutions de la 4e République au Burkina Faso, vous ne trouvez à aucun moment un seul acte qui a été posé et qui peut sembler
relever de l'obstination du président du Faso. Et le président du Faso aime à dire qu'il faut apporter des réponses politiques aux questions politiques, les réponses, je dirais, juridiques aux questions juridiques et les réponses sociales aux questions sociales. C'est lorsque vous n'apportez pas de réponses appropriées que, comme vous l'avez envisagé, les crises peuvent émerger. Le président du Faso sait mieux que quiconque qu'aux questions politiques de fond, et les réponses à apporter sont des réponses politiques. Dans le contexte actuel, le président du Faso, si vous regardez le processus de son mandat actuel, vous vous rendez compte du degré de légitimité dont il bénéficie, qui lui donne le droit et la possibilité d'appliquer son programme politique et le programme du gouvernement. Et si vous suivez bien, vous vous rendez compte en réalité que le processus d'approfondissement des institutions de notre démocratie ne vient pas de naître, et que c'est tout un processus qui date depuis un certain moment. Et depuis l'annonce du processus, le président a été réélu. Au-delà de son élection en tant que président du Faso, il vient de bénéficier, ou son parti vient d'être réélu, comme j'aime à le dire, à la faveur d'une élection biométrique, c'est-à-dire indiscutable du point de vue de la transparence du scrutin. Mais convenez qu'en tant que président du Faso, il envisage appliquer son programme pour lequel il a été élu et pour lequel son parti vient de bénéficier d'une large majorité à des élections transparentes. Mais nonobstant tout ceci, le président du Faso a estimé qu'à partir du moment où il y a un Burkinabé ou un groupe de Burkinabés ou des Burkinabés qui ne semblent pas avoir compris ou qui contestent qu'il faille repartir au dialogue, envisager une réponse politique, parce que la question du Sénat est une question politique. Vous ne pouvez pas, à partir de ce moment, parler d'obstination, parler de s'éterniser au pouvoir. Et ce n'est pas forcément la vérité. Et parfois, effectivement, c'est beaucoup utilisé, mais ça fait partie d'un certain nombre de choses dont beaucoup se saisissent pour écrire beaucoup de choses, mais ce n'est pas vrai. C'est parfois manquer d'analyse sur la durée et sur d'où on vient, ce qu'on a fait tout le long de la 4e République et ce que nous sommes en train de faire et ce que nous envisageons faire pour un pays comme le Burkina Faso. Nous n'avons pas tenu des IACO en 2012. Nous avons tenu des IACO en 2011 pour alterner entre événements IACO et ateliers critiques pour corriger. C'est pour vous dire que toute la démarche est basée sur cela. Et je peux vous dire qu'en dehors d'inscrire les IACO sur le budget du département de la communication, en dehors de me battre pour pouvoir faire venir les invités et autres, je n'ai pas d'autres actes à poser dans le cadre des UACO. C'est un événement de communicateurs. Lorsqu'on dit que les UACO ne forment pas suffisamment, il y a le colloque qui est en cours. Tout ce que nous faisons, c'est de faire venir le maximum d'érudits, je veux dire, de personnalités incontestables. Le reste, on ne rentre pas dedans. Vous voyez? Donc, en fait, parfois, quand vous regardez même la critique, c'est comme on dit dans le jargon, vous ne voyez pas la tête, vous ne voyez pas la queue. Mais nous, on est animés de bonne volonté et nous allons continuer dans ce sens. J'ai entendu le même élément où on parle, oui, on souhaite rencontrer et voilà, directement. Est-ce que les UACO actuellement l'empêchent? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on appelle événement ou qu'est-ce qu'on appelle non-événement ou rencontre? Les journalistes qui sont venus, ils sont là. Vous êtes dans les mêmes salles, vous discutez ensemble. Nous avons essayé d'intégrer cette année
une nouvelle rubrique découverte des médias du Burkina pour que les invités étrangers puissent avoir l'opportunité d'aller dans les différents médias pour discuter avec les gens. Il n'y a que ceux qui n'agissent pas qui ne se font pas critiquer. Et en cela, déjà, ça veut dire que c'est quelque chose. Ceux qui sont engagés pour ces UACO depuis 3 mois, 4 mois, et qui veillent à ce qu'au quotidien, les actions puissent être menées, je les félicite pour leur engagement. Maintenant, les insuffisances, ils vont corriger en écoutant les avis. S'il y a des faiblesses, mea culpa, et demain, on essaiera d'améliorer. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du point de presse de ce jour consacré aux médiations conduites par le Burkina Faso en Afrique, aux relations diplomatiques et à la 9e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Nous disons merci au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et à son ministre délégué. Merci au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. À vous tous qui nous avez suivis, merci pour votre constante fidélité. Rendez-vous très prochainement pour un autre point de presse.